un autre volet de l'épisode, mais est-ce que tu penses que ce blocage, il est culturel, par exemple? C'est-à-dire, est-ce qu'en Afrique, on a plus de difficultés à lever du capital interne parce que culturellement, historiquement, on est moins attaché à ce système de bancarisation, à ce système d'investissement et tout ça? Je pense qu'il y a... Après, tout le monde Ouais, participe à cette ouais, idée de ouais. demander Et si en fait, je pense que moi, j'ai c'est la pas réponse. culturellement, c'est juste. Moi, je pense vraiment que c'est une question de vision. Et je sais pas si je peux le dire, mais c'est un peu de la flemme de nos dirigeants, en fait. Honnêtement, Orange Money en Afrique, je sais pas comment ça se passe en Guinée, mais en Côte d'Ivoire, on était là. Orange a envoyé Orange Money. Automatiquement, les gens mettent leur argent sur leur compte, Orange Money, Wave est arrivé, tout ça. Enfin, je me dis, il y a des banques en Côte d'Ivoire qui pouvaient faire ça aussi, tu vois. Elles ont passé tout leur temps à juste s'asseoir là, prendre l'argent de ceux qui travaillent, et les gens ne viennent pas mettre leur argent, en fait. Ils peuvent faire ça. C'est une question de volonté et d'action. Il y a pas cette volonté pour les pays et les dirigeants de faire ça. Sinon, comment on fait la corruption? Non, je suis d'accord, mais Après, peut-être tu vas apporter quelque chose. moi, je pense que j'apporterai peut-être plus de nuances à ça. Typiquement, je pense que une première réponse à ce problème-là, c'est les taux de bancarisation qui sont très faibles. Typiquement, un pays comme la Guinée, on a un taux de bancarisation qui est de moins de 10% à ce moment-là. Je ne sais pas c'est quoi les chiffres pour la Côte d'Ivoire. Mais typiquement, en fait, les banques, ce sont des institutions financières qui sont réglementées. Donc, ça veut dire qu'elles ont un certain nombre de règles auxquelles elles doivent se soumettre. Elles ont des comptes à rendre à la Banque centrale, notamment sur plein de ratios prudentiels, sur la manière de récolter l'argent, etc., de faire des crédits. Un pays comme la Guinée, j'ai un exemple vraiment très concret, on n'a pas de système d'adresse postale. C'est-à-dire, moi, si je vais aller chez quelqu'un, je lui dis alors, tu vas au bout de la rue, après tu tournes à gauche, tu vas voir une vendeuse de je sais pas quoi. Si la vendeuse n'est pas là, exactement. Donc, il n'y a pas un système d'adresse. Souvent, moi, je vais dans une banque qui est un secteur qui est réglementé. Je lui dis, je veux emprunter de l'argent. Et la banque n'est même pas sûre qu'en cas de problème de recouvrement de la dette qu'elle me donne, elle ne peut même pas aller toquer quelque part, dire cette personne, elle habite ici, donc je vais venir réclamer mon argent ici précisément. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des problèmes en fait structurels dans le pays qui empêchent une certaine sécurité bancaire et qui va venir exagérer d'autant plus le risque pour la banque. Et donc, ce qui fait qu'elle va se mettre à prêter de l'argent du fait des ratios prudentiels, notamment qu'elle doit avoir autour des créances à risque, créances douteuses, etc. Elle ne peut pas se permettre d'avoir trop de créances douteuses parce qu'après, la Banque centrale va lui dire « Oh, là, on est en train de dépasser, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Parce que structurellement, dans l'économie, elle n'a pas tous les outils pour pouvoir prêter à quelqu'un de façon safe. Ici, en France, tu peux prendre un crédit immobilier, tu peux prendre un crédit à la consommation tranquillement. Donc, c'est vrai qu'il y a une problématique de l'État qui doit justement mettre en place tous ces outils-là. Alors que des institutions comme Orange Money ne sont pas soumis en fait aux mêmes réglementations, en tout cas à ma connaissance, ne sont pas soumis aux mêmes par exemple, transférer de l'argent via Orange Money, c'est pas les mêmes types de réglementation que de faire un virement bancaire dans son pays-là. Donc il y a une réglementation qui est beaucoup plus souple, qui permet d'avoir accès plus facilement au financement. Donc peut-être que la clé, justement, pour pouvoir avoir accès au financement plus rapidement, c'est justement peut-être de lever toutes ces barrières réglementaires qui empêchent les banques. Je ne pense pas que ce soit forcément par flemme qu'elles ne prêtent pas de l'argent. Non, en fait, je parlais même pas du fait que les banques doivent prêter de l'argent. Je parlais même plus déjà du taux de bancarisation, tu vois, qui est très faible. J'expliquais juste que je pense que nos États et les banques locales ont un peu la flemme de mettre en place ce système. Pourquoi l'État d'abord? Tu vois, tu as parlé des adresses. Ça, c'est un problème. Honnêtement, c'est pas compliqué à mettre en place. On est d'accord? Pas forcément. Pas que, plus ou moins. Je ne sais pas dans quelle mesure non, c'est Ça dépend. Genre, dans les zones plus ou moins rurales, où genre les maisons, il y a des maisons, tu vois, genre, c'est un peu compliqué de genre, venir mettre une adresse. Avec de la volonté, c'est possible. Mais genre, je pense que c'est pas aussi simple que tu le penses. Si, quand même. Bon, le ministère de l'aménagement du territoire, lui, son rôle, c'est de faire quoi? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Moi, il y en a chez vous, je ne vais pas me rapporter problème. Non, mais sérieusement, le ministère de l'aménagement du territoire, lui, fait quoi dans la vie? C'est quoi son rôle? Tu vois, il y a ça déjà. Donc, normalement, l'aménagement du territoire, il faut t'assurer que toutes les maisons aient une adresse. Quand quelqu'un vient construire sa maison, il y a la possibilité de dire, bon, tu construis ta maison ici, voici le nom de la rue, voici le nom de l'adresse. C'est des trucs logiques. T'as pas besoin de, c'est pas de la mer à boire. Et par exemple, les personnes qui construisent leur maison
de manière, on va dire, pas forcément légale, en passant par tous les papiers, parce qu'ils n'ont pas forcément tous les moyens. On a déjà vu ça. Tu fais quoi? Tu casses la maison. Mais s'il y avait un Bah, le cas en aménagement Guinée, on casse en ce moment. Bah oui, même en mais Côte genre, d'Ivoire, ça, éthiquement parlant, genre, c'est pas. de casser, si ta maison n'est pas placée dans un endroit logique où tu n'as pas les documents, c'est normal qu'on casse. Non, mais genre, bon, c'est normal. Genre, si on veut partir sur le point de vue, ok, c'est la loi, etc. Maintenant, si on veut rentrer sur le point de vue humain, ces personnes-là font quoi? Bon, quand tu ne respectes pas la loi, il n'y a plus à faire de union. Après, ceci étant, je pense qu'il y a quand même. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ces gens-là sont exclusivement responsables de ce qui leur arrive. C'est-à-dire, à un moment donné aussi, c'est justement à l'État de piloter, c'est-à-dire avant même que la personne elle soit installée là depuis 20 ans, il faut déjà qu'au bout de la première pierre sur un terrain sur lequel tu n'es pas censé construire, que l'État déjà vient te dire on y va. Mais sachant qu'on est quand même dans des systèmes où l'État même a une espèce de corruption endogène, donc ce qui fait que c'est l'État même parfois, en fait, qui est complice. C'est ça, qui endosse tout ça. Qui endosse, qui encourage même dans une certaine mesure certaines pratiques. Et que vu qu'il y a des changements de régime assez récurrents, il veut dire « Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord, c'est l'autre qui a fait, donc déguerpissement. » Donc, dans ce sens-là, je comprends les problèmes éthiques que ces questions-là peuvent poser. Et donc, dans quelle mesure est-ce qu'il y a une forme de responsabilité, certes de l'État d'une part, mais aussi des populations d'autre part, parce que le système il est comme ça. Moi, je suis vraiment convaincue que les gens, c'est pas parce que, par exemple, en Afrique, les gens sont structurellement indisciplinés ou quoi que ce soit. C'est juste que il n'y a pas, en fait, un État qui est suffisamment coercitif, suffisamment fort et implanté pour faire respecter la loi. Si en France, par exemple, les gens respectent la loi dans une terre, je ne dis pas que tout le monde respecte la loi, mais en tout cas, typiquement sur les permis de construction notamment, ou même typiquement, on regarde les dispositifs qui ont été mis en place sur le fait de contrôler si quelqu'un a une piscine chez lui, parce que certaines personnes ne déclarent pas. C'est pas parce que les gens sont foncièrement plus bons en France ou plus civiques en France que dans ces pays-là. C'est juste que ici, si tu fais pas ce qu'on te dit, il y a des répercussions. Et du coup, en l'occurrence, dans nos pays, dans un certain nombre de cas, il n'y a pas de répercussions. Donc les gens se disent, moi je vais faire, et puis voilà. Et dès lors qu'il y a un changement de régime et qu'il y a un changement de politique, c'est un peu la loi du plus fort dans une certaine mesure. Parce qu'ils ne sont pas vraiment tout à fait responsables à 100% de ce qui s'est passé, mais d'autre part, un peu, mais après, ils n'ont pas de dédommagement non plus. C'est fait de façon très, très archaïque, sans aucune considération des droits et des libertés des gens, parce que c'est quand même la loi qui protège quand même les individus, même si une partie de la loi est plutôt du côté de l'État, il y a quand même les droits des individus également, leur droit à la propriété. Parfois, tu peux avoir des gens qui ont des titres fonciers en bonne et due forme, vraiment, qui ont été déclarés. D'un seul coup, on vient te dire, en fait, finalement, je ne suis pas d'accord, j'ai changé d'avis. Il y a beaucoup de victimisation, parce que en général, ces personnes-là, non mais c'est vrai, parce que en général, ces personnes-là reçoivent des avertissements. En Côte d'Ivoire, on a vu ça récemment. Des gens, des propriétaires ont reçu des avertissements. Ils ont quand même continué à louer les maisons. Et les pauvres locataires, évidemment, donc on peut parler d'eux, ils ne savaient pas. Du jour au lendemain, les maisons étaient cassées. Mais les propriétaires ont reçu des avertissements. Ils ont même reçu des dédommagements. Tu vois, mais ils sont quand même restés. Mais ça, pas forcément. Genre, si tu prends le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, il y avait... sur le logement, là. On va y finir. Genre, rapidement, à Abidjan, je ne sais plus c'est dans quelle zone, mais il y avait des maisons qui étaient sur une zone de crevasse. Genre, il y avait de l'érosion, genre de la période des pluies, et ça avançait. Ils ont dédommagé, certes, mais genre, ils ont dédommagé ces personnes-là pour qu'elles aillent dans un autre logement, le temps que l'État, ou bien, je ne sais pas, celui qui s'occupe de l'aménagement du territoire, puisse arranger la zone de sorte à... Parce que, genre, c'est pas pour dire ils louent, c'est des maisons que les gens ont construites depuis des années. Du coup, c'est comme si je te donne 2 millions, va rester là-bas 1 an. Ces personnes-là sont parties rester 1 an, elles reviennent, ils n'ont rien fait. Et quand elles reviennent maintenant, on dit, bon, ça n'a pas avancé, nous on doit casser. Bon, tu m'as dit initialement que je vais réparer et tu reviens. Je reviens, il n'y a rien. Et dans ce cas-là, quand le gars, ils vont casser sa maison, ok, il va se plaindre sur les réseaux sociaux, ok, il va faire truc, mais on sait tous qu'en Afrique, ça n'ira nulle part. À moins qu'il ait des relations quelque part, c'est ça le problème en fait. Je suis d'accord, je comprends ce point. Mais comment on va parler ça? C'est ça, on va parler de ça dans un autre épisode. Mais enfin, ce qu'on voulait faire comprendre, c'est que voilà, il y a des difficultés qui sont, je dirais même inhérentes en fait aux pays africains. Si j'ai peur de me tromper, mais voilà, même pas utiliser le terme émergent, mais même juste aux pays africains, parce que par exemple,
si je reviens à ce que je disais en termes de taux de bancarisation, il faut, par exemple, un pays comme la France qui a un taux de bancarisation assez élevé, ce n'est que cette année que l'utilisation du cash a été dépassée par l'utilisation de la carte bancaire. Donc quand tu reviens en Afrique, un pays comme la Côte d'Ivoire, où tu as beaucoup d'utilisation de cash, tu as cette méfiance qui est en fait dans les deux sens. Donc tu parlais pardon, de les banques qui sont structurellement réglementées ont peur de donner de l'argent parce que voilà, il y a des dispositions qui ne sont pas mises en place. Mais aussi les habitants en Côte d'Ivoire ont aussi cette méfiance de donner leur argent à la banque parce qu'ils ne savent pas ça va partir où on dit c'est de l'investissement, ils ne comprennent pas. Voilà. Ils comprennent pas. Alors que par exemple, Orange Money, bon, en quelques clics, tu vois un peu ton argent, tu vois un peu. Mais voilà, c'est des problèmes qui, comme ils disent, sont inhérents. Tu vois. Là, pour le coup, c'est culturel. Ouais. Du coup, moi, c'est pour ça que j'ai dit culturel. Tu vois, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ceci étant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que, par exemple, le taux de bancarisation en France, il est passé par le modèle qu'on connaît, classique, par les banques classiques traditionnelles, alors qu'en fait, l'Afrique est aussi porteuse d'innovation. Aujourd'hui, on en parle d'Orange Money dans les pays d'Afrique francophone de l'Ouest notamment, mais un pays comme le Kenya, M-Pesa, c'est quelque chose qui existe depuis beaucoup plus longtemps que ça. Le géant sur place, Safaricom, qui est le géant télécom dans le pays, Orange, dites-vous, ils sont allés au Kenya, ils se sont fracassés. Ils n'ont pas pu tenir la concurrence face à Safaricom parce que c'est des gens qui étaient implémentés, notamment dans par exemple, je prends le prix Nobel Esther Duflo et tout, et même d'autres papiers économiques, montrer dans quelle mesure est-ce que M-Pesa a permis aux populations rurales d'avoir plus de résilience. Parce qu'ils avaient accès, le transfert d'argent se faisait beaucoup plus facilement sur ces géographies-là. Et donc voilà, il y a vraiment une certaine cohésion d'ensemble et d'efficacité aussi qui sortait grâce à cet outil-là. Pourtant, M-Pesa, ce n'est pas un outil qui vient de l'Occident. C'est une invention purement kenyane qui s'est adaptée justement aux réalités culturelles que je suis en train d'évoquer. Et qui a réussi à s'imposer comme un acteur incontournable. Dites-vous, moi j'étais assez surpris quand j'étais au Kenya, les dividendes de Safaricom sont payés par M-Pesa. M-Pesa, c'est plus de, je ne sais pas combien de milliards de dollars par jour de transactions. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, Orange Money, c'est de la rigolade face à eux. Moi, quand j'étais au Kenya, M-Pesa, c'est pour tout, partout. Je peux payer ton taxi avec, tu peux payer tes courses avec. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment implémenté. Même sur Uber Eats, je pense que je peux payer avec M-Pesa si je veux. Donc, c'est assez implémenté. Là, moi, c'est des outils qui ont su justement s'adapter aux réalités des gens. Et vu que le téléphone mobile, bon, du coup, c'est un peu ça quand même le vecteur de cette technologie dont on est en train de parler, c'est diffusé assez rapidement, mais peut-être pas aussi rapidement qu'Internet, parce que typiquement pour les banques, il y a quand même une dimension Internet d'une certaine mesure. Ils se sont adaptés à ces réalités-là pour pouvoir créer cet outil qui est aussi efficace et qui est surtout reliable. Si tu mets tes fonds sur ton compte M-Pesa, tu vois en temps réel ton application, combien tu as dedans, et personne ne va te dire que tu ne peux pas dépenser dessus, à moins que tu aies certains prêts. Bon, je pense que tu peux même faire de micro-prêts. Bon, ça nous amènerait sur les questions du rôle de la microfinance aujourd'hui en Afrique. Mais tout le monde est en train de se rendre compte quand même que peut-être, dans une certaine mesure, la bancarisation de l'Afrique ne passera peut-être pas par ces schémas traditionnels qu'on a vus dans les pays occidentaux, mais passeront peut-être par ce type de mécanisme-là. Tu sais, genre, ne serait-ce que l'ouverture même, la dernière fois, je lisais un papier sur la BVRM, la Bourse des valeurs mobilières de l'UEMOA. En fait, finalement, la mobilisation des capitaux, elle reste encore assez faible. On n'arrive pas encore vraiment à mobiliser autant de capitaux qu'on le voudrait. Et même l'accès à la bourse, je pense qu'il y a encore pas mal d'intermédiaires. Tu dois passer par des courtiers. C'est pas comme ici, tu prends ton téléphone, tu investis rapidement en bourse. Donc, tu vois, ça, c'est encore des barrières qui empêchent les gens de nous dire « mais c'est trop compliqué, je dois payer je sais pas combien de commissions à un courtier pour aller investir là-bas ». Plutôt que de simplifier tu vois, l'accès à ces capitaux-là pour que les gens voient leur argent en temps réel et puissent avoir des retours. Parce que d'ailleurs, les banques les entreprises qui performent vraiment à la BVRM, elles performent réellement, tu vois. Donc, il y a vraiment... ça. Exactement, peut-être, c'est vrai d'ailleurs.
Attention, j'aurai mes droits en plus. C'est Ah non, c'est enregistré. non, c'est fini. Hein. Elle a déjà fait un passage de produit. Donc, tu vois, il y a vraiment. Donc, c'est quand même une composante, tu vas prendre en considération. Justement, tout à l'heure, je parlais de la nécessité d'adapter les innovations technologiques et même des politiques économiques qui ont marché ailleurs. Bah, ça, tu penses, c'est un exemple assez concret. Aujourd'hui, Orange Money en Guinée, c'est devenu c'est une machine. C'est pas aujourd'hui, tu fais tout avec Orange Money, pareil. D'accord. Et, Nous, on a Wave aussi. On a Jamo, non? Jamo aussi. Oui, c'est ça, Alors Jamo, que- effectivement. Par contre, en Guinée, c'est devenu. Enfin, j'ai l'impression que Orange Money a quand même. Un monopole. Ils ont un monopole assez, même un peu malsain, je pense, sur le secteur. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec les autorités locales, mais je pense qu'il y a quelque chose qui a dû se passer pour mettre des barrières à l'entrée très importantes, notamment en termes d'agrément. Donc, je pense qu'il y a des sommes assez astronomiques à payer pour une start-up qui veut entrer sur le marché. Donc, tu vois, c'est des barrières à l'entrée d'autant plus importantes. Et donc, bon, ça, la première victime, c'est le consommateur, en l'occurrence. Mais si l'État cautionne qu'il y ait des monopoles aussi importants, après Orange, bon, c'est un très gros acteur quand même de l'économie, mais si l'État cautionne qu'il y ait des acteurs aussi importants, ça freine l'innovation, ça freine la concurrence. Ouais, c'est ça, exactement, ça freine une possible baisse des prix, parce qu'il y a plusieurs acteurs. Donc, bon, il y a vraiment des soucis à ce niveau-là, mais je pense qu'avec la microfinance a encore des très beaux jours en Afrique. Et cette manière de réinventer vraiment les schémas vus ailleurs pour les optimiser au mieux. Nous, on avait ce même problème avec Orange à l'époque où les frais pour une transaction, c'était énorme en fait. Et il y a eu Wave qui est arrivé avec des prix bas. Orange leur a mis des bâtons dans les roues, mais malgré tout ça, quand même, c'était bon soutenu. Ouais. Après, je pense qu'il y a un écosystème entrepreneurial plus important en Côte d'Ivoire qu'en Guinée. Je pense il y a une notion de risque. La Guinée, c'est vraiment un pays très particulier, on ne va pas revenir dessus. Alors, Davanda, tu as mentionné le Kenya. Oui. Et c'est très pertinent parce que ça fait une transition un peu vers la dernière partie de notre épisode aujourd'hui. Donc, on va parler un peu plus de toi, de ton parcours académique. Et donc, toi, tu es passé par le Kenya. Tu as fait une année de césure. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es passé? Parce que tu as dit que tu as fait HEC, tu as fait Sciences Po d'abord, tu as fait Sciences Po, ensuite HEC, et entre les deux, tu as passé du temps au Kenya. Donc, explique-nous comment tout ça s'est passé. Alors, donc moi, j'ai passé le bac en France, et dès après le bac, j'ai rejoint donc Sciences Po Paris, mais sur le campus de Reims. Donc, j'étais dans le programme Europe-Afrique. Donc, en fait, Sciences Po maintenant, depuis même un bon moment, ils n'ont pas que le campus de Paris. Ils ont plein de campus en région qui sont différents des IEP de province. Donc, typiquement, Strasbourg, ça ne fait pas partie de l'écosystème. Enfin, Sciences Po Strasbourg, Sciences Po Lille, Sciences Po Bordeaux, ou Toulouse, je crois qu'il y en a un, Toulouse, ne font pas partie de l'écosystème des collèges universitaires de Sciences Po. Donc, typiquement, les collèges universitaires Sciences Po, tu as Reims, où tu as le programme Europe-Afrique, mais aussi le programme Europe-Amérique du Nord. Tu as Menton, le programme Moyen-Orient et Afrique du Nord. Au Havre, tu as le Japon, à Poitiers, tu as plutôt l'Amérique latine. Donc en fait, tu as un peu des segmentations géographiques, mais ça, c'est que pour le collège universitaire. Le collège universitaire, c'est en gros niveau licence, quoi. Donc là, tu passes 2 ans. Donc moi, j'ai passé 2 ans sur le campus de Reims, dans le programme Europe-Afrique, où en fait, tu as les mêmes cours généralistes que tout le monde, mais par contre, tu vas avoir des cours un peu plus spécifiques sur l'Afrique. Typiquement, mon cours d'humanité. Parce qu'en fait, Sciences Po, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une école. En tout cas, dans les 2 premières années, je vais avoir les 5 sciences sociales. Donc, je vais vraiment explorer de l'économie, du droit, de la sociologie, de l'histoire, des sciences politiques et des humanités. Donc, typiquement, pour le cours d'humanité, on avait un cours d'humanité spécialisé sur l'Afrique. En 2e année, ou non, en 1re année même, je pense, typiquement, on a fait du droit constitutionnel. Mais après, par la suite, on a eu un cours complémentaire de droit constitutionnel en Afrique sur le bicaméralisme en Afrique noire francophone. Bicaméralisme, pour la notion de 2 chambres, le fait d'avoir 2 chambres, donc Sénat et Assemblée nationale, en Afrique noire francophone, pour vraiment comprendre les dynamiques constitutionnelles qui sont présentes dans ces pays-là, après avoir vu le cours plus généraliste d'institutions politiques en France. Après, tes électifs aussi, tu avais la possibilité de choisir des cours tournés vers l'Afrique. Et même en termes de langue, par exemple, j'ai fait le Swahili quand j'étais en 1re année. Donc, c'est des cours qui sont ouverts qu'aux Europe-Afrique. Donc, un cursus quand même assez tourné vers l'Afrique. Voilà, c'est vraiment... moi, j'ai adoré ces 2 années à Reims, même si, bon, la 2e année, le Covid est venu un peu gâcher nos plans.
Donc, à la suite de ces 2 années très enrichissantes, vraiment, j'ai adoré. En plus, les personnes que j'ai rencontrées aussi, c'était incroyable. J'ai décidé d'aller au Kenya. Vraiment, en fait, je me suis dit, moi, je suis d'Afrique de l'Ouest. Ok. Je connais rien de l'Afrique de l'Est. Pourtant, ça a l'air cool. Surtout que dans mes cours, souvent, le Kenya, c'est quand même un pays qui est très propice aux expérimentations en sciences sociales. Il y a énormément d'études économiques qui vont être menées au Kenya, mais après, qui vont être extrapolées sur d'autres pays africains. Et du coup, on avait beaucoup de papiers, dont le terrain de jeu, en fait, c'était au Kenya. Typiquement, dans mon cours d'économie du développement, je ne sais pas combien de papiers avaient été faits au Kenya, quoi. C'était pratiquement ce que je vous ai raconté là sur M-Pesa. C'est des choses qui m'ont quand même beaucoup marqué. Je me dis, waouh, c'est quand même incroyable quelque chose qui est en train de se passer. C'est quand même connu comme un hub financier. Ils attiraient, enfin, je voyais des papiers qui disaient qu'ils attiraient énormément des IDE quand même de l'Afrique. Ils avaient une forte croissance. Toutes les startups un peu fancy, technologiques et tout, c'était au Kenya. C'est un pays où tu as tous les Deloitte, les EY, les KPMG qui sont là depuis un certain nombre d'années, Microsoft qui sont là depuis je ne sais pas combien de temps. Je me dis, ça doit être intéressant à voir comme pays. Alors, mes parents, ils ont complètement flippé. Toi, comment ça, tous les pays du monde où tu peux aller pour faire ton échange? Tu sais, le Kenya, moi je connais personne, moi je connais personne au Kenya. Qu'est-ce qui va se passer si tu arrives quelque chose là-bas? Mais moi, j'avais trop envie de découvrir en fait, ce pays parce que je me dis que même culturellement, ça va être très différent de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, je pense qu'on se connaît plus ou moins. Il y a des différences entre pays, mais on voit à peu près qui est qui. Donc voilà, je me dis, moi, je vais aller au Kenya. Donc, surtout, il s'avérait qu'il y avait une très bonne école au Kenya, à Nairobi, ça s'appelle la Strathmore University. C'est vraiment une université assez reconnue quand même dans le pays, même dans la sous-région, qui est en partenariat donc, avec Sciences Po. D'accord. Et aussi, moi, je voulais être dans leur business school parce qu'en fait, à ce moment-là, je commençais vraiment à être attirée par toutes les problématiques des entreprises. Or, à Sciences Po, comme je dis, on est vraiment très... public. Très sciences sociales, quoi, très économie. Par exemple, j'avais jamais fait de finance, jamais fait de compta, jamais fait d'audit ou des choses comme ça. Et vu que moi, j'étais en majeure, parce qu'en deuxième année, je suis en majeure économie et société, je pouvais donc prétendre être dans une business school. Donc, je dis, OK, moi, je vais dans la business school au Kenya. Et finalement, ils m'acceptent. Enfin, je fais le choix. On se choisit mutuellement. Parce qu'en gros, c'est un système de choix mutuel. Quand tu postules, et après, l'école voit. Après, bref, je choisis mutuellement. Et donc, j'arrive au Kenya en septembre. Et fun fact, j'arrive le 5 septembre. Et j'étais en train de dormir, en train de récupérer du long trajet. D'ailleurs, c'est un autre sujet. À quel point c'est compliqué de voyager à l'intérieur de l'Afrique. Bref, je fais un trajet, laisse tomber. Qu'on a créé Abidjan, Addis Abeba, Nairobi. Ouais. Alors aujourd'hui, je peux faire tout droit, quoi. Direct, en fait, c'est ça? C'est ça, alors que littéralement, Nairobi et Conakry, c'est vraiment comme ça, ouais. d'ouest en est. Mais j'ai fait, laisse tomber, des parcours. Ouais, pourquoi il n'y a pas de vol direct, c'est ça? Il n'y a pas de vol direct, en fait. Il n'y a pas de vol direct Conakry, Nairobi. Parce qu'au milieu, tu dois passer par quel pays? Le Tchad, la Centrafrique, un truc comme ça, non? Non, tu dois passer par la Côte d'Ivoire, c'est ça? Non, mais c'est ça. Non, je veux dire, si tu vas en vol direct. Normalement, ouais, franchement, tu peux passer par le... C'est ça, tu fais Bénin, Cameroun, Kenya, enfin, tu vois, c'est vraiment en ligne directe. Vraiment, tu mets sur une carte, littéralement, c'est tout droit. Yes. Mais, parce que, voilà, ceci étant ce qui est, et en tout cas, c'est que quasiment Ethiopian Airlines qui pouvait me permettre même d'y aller sans... Sinon, il aurait fallu, dis-toi, que je fasse Conakry, Paris, Nairobi. Dinguerie. Et donc, finalement, après Ethiopian Airlines avec mes parents, donc Abidjan, Addis Abeba, Nairobi. Donc, autant vous dire que quand j'arrive à Nairobi, je suis KO, donc je suis arrivée de nuit. Du coup, moi, je suis en train de dormir, et là, je me réveille, coup d'état. En Guinée. Je vous jure, coup d'état. Le jour où j'arrive à Nairobi, je suis arrivée le 6, je crois. La nuit, du coup, du 5 au 6, moi, je suis en train de dormir, de récupérer de mon jet lag, je suis au bout de ma vie. Je me réveille, bam, coup d'état, fermeture des frontières. Wow. Interdiction des vols. J'ai eu tellement de chance. J'étais vraiment, mais waouh. Dis-toi, moi, je suis en train de me réveiller, je me réveille en mode, je suis fatiguée, je prends mon téléphone. Coup d'état, quoi? Alors que j'étais là-bas le matin, la veille. Bref, donc j'arrive déjà avec ces très, très mauvaises nouvelles au début. J'étais dans une résidence qui s'appelle Kwetu. D'ailleurs, c'est assez développé dans le pays. Ils ont vraiment une résidence universitaire. L'école m'avait conseillé de prendre ça. Je ne me suis pas vraiment prise la tête. Je me suis dit, ok, très bien, même bus pour m'emmener à l'école chaque matin. J'étais tranquille. Donc là, je découvre vraiment ce pays. Déjà, l'école, franchement, incroyable.
honnêtement, très moderne, des profs très intéressants. Franchement, pareil qu'à Sciences Po, quoi, en termes de confort, d'infrastructure. En plus, il y avait une cantine incroyable. Le matin, je peux faire... Là, je prends un peu en l'air. Le matin, tu pouvais prendre ton petit-déj. Vraiment, moi, c'est des détails, mais tu vois, le fait de pouvoir avoir un vrai petit déjeuner protéiné et tout le matin, alors que Sciences Po n'aime pas de cantine et tout. Donc, j'étais en mode, mais ça, c'est vraiment, en plus, pour pas cher, genre pour 2 euros, 2-3 euros, je peux avoir un vrai petit déj chaque matin. Ça, j'aime bien. Donc, bref, donc je passe déjà un premier semestre de cours qui se passe super bien. Je fais la rencontre d'un prof d'audit, donc James McPhee, c'est vraiment un peu mon prof une sorte de mentor en fait. Vraiment, le courant passe super bien entre nous. C'est le premier comptable, expert comptable certifié du pays. Donc vraiment, c'est une figure d'autorité dans le pays. Je sais pas comment dire, mais le courant est grave passé entre nous, c'est trop bien entendu. Et donc, à la suite de cet échange-là, j'étais censée rentrer en Guinée, à Paris ou ailleurs, faire un stage, parce que j'avais choisi l'année hybride et tout. Je ne comptais même pas au début faire mon stage en fait, au Kenya. Moi, je suis en mode 5 mois, c'est cool, après je rentre. Okay. Mais par la force des choses, mon prof d'audit, il était trop en mode, mais postule chez Deloitte, tout, EY, c'est grave possible de faire un stage ici. Mais moi, j'étais en mode, mais Sciences Po, ils veulent que je fasse un stage au moins de 4 mois, je sais pas, alors que là-bas, c'est plutôt 3 mois en général. Donc, dites-vous, fun fact, au début, je postule à Deloitte, j'envoie tous mes trucs, ils me disent non. Ils me disent, ah, c'est qui ? Et après, je vais voir mon prof, je lui dis, bon, bah, du coup, parce que c'est lui qui m'avait envoyé le lien pour postuler. Je dis, bon, bah, j'ai postulé, et ils m'ont dit non. Et après, ils m'écrivent une lettre de recommandation. Et donc, je prends la lettre de recommandation. Lui-même, il envoie en fait la lettre de recommandation à des contacts qu'il avait là-bas. Finalement, il me recontacte en mode, alors, en fait, on s'est trompé. Relation est mieux que diplôme. Non, mais en fait, je pense qu'au début, qu'ils se sont juste dit, en fait, je suis étrangère, ça a été trop de paperasse, en fait, pour que je puisse avoir un permis de travail. Donc, peut-être ils se sont dit, bon, elle a un bon profil, mais peut-être pas. Donc, finalement, il m'a vraiment aidé à appuyer ma candidature une seconde fois, du coup, pour que je puisse passer les entretiens. Donc, je passe les entretiens, je suis prise. Et donc là, je me dis, mais incroyable, je vais pouvoir en plus faire un stage à Deloitte, un gros cabinet d'audit. Ça veut dire que je vais pouvoir voir vraiment en profondeur les grosses entreprises du pays. Donc j'étais trop contente. Et donc là, je rentre en Guinée pour les vacances. Après, je reviens donc pour mon stage. Après, j'ai été galère de déménagement parce que du coup, vu que j'étais plus étudiante, je ne pouvais plus rester à Ko et tout. Donc il fallait que je trouve un autre logement. Mais bon, finalement, j'ai trouvé. Et donc, stage, on dirait que je suis un peu longue. Non, ça va. Ça va. Ok. Donc, je retourne au Kenya, trop cool, j'avais vraiment trop hâte. Et donc là, on commence par auditer vraiment au début, c'était vraiment une entreprise dans le pétrole. Je vois vraiment une structure très organisée, vraiment très, en mode RH. Par contre, ils m'ont grave accompagnée. C'est là aussi que vraiment le Kenya, c'est incroyable. Mais d'un point de vue administratif, ils sont super carrés. C'est-à-dire, même si j'avais qu'un seul stage, enfin un stage de 4 mois, le RH, il m'a accompagnée pendant plusieurs jours. Ouvrir compte en banque, aller aux impôts pour avoir un numéro fiscal, un truc, voilà, pour pouvoir payer les impôts. Il m'a accompagnée pour plein de trucs administratifs parce que du coup, eux, ils avaient même pour mon visa de travail, parce que en fait, c'est très carré, quoi. Ils ont une administration quand même, de ce point de vue-là, qui ne badine pas du tout. Moi, j'étais très surprise sur la partie fiscale. Même pour un stage de 4 mois, t'es obligé d'être aux normes, quoi. J'ai eu trop de la chance parce qu'ils m'ont vraiment accompagnée de A à Z parce que j'étais toute seule, j'aurais jamais pu le faire. Et je pense qu'ils ont aussi, parce que c'est un grand groupe, donc ils peuvent se permettre. Et donc voilà, je commence mon stage, donc premier audit dans une entreprise plutôt moyenne, 5 millions de CA, c'est pas énorme. Mais par contre, le truc qui m'a vraiment marqué, c'est quand on a audité Madison Assurance. Donc en gros, c'est la plus grosse compagnie d'assurance de Kenya. Elle a la particularité d'être made in Kenya. C'est vraiment, c'est pas comme, certes il y a AXA et tout ça qui sont implantés là-bas, mais eux ils sont vraiment kenyans là. Mais surtout de voir qu'une entreprise kenyane à 100% est le plus gros acteur dans son domaine d'assurance, notamment ça part de Madison Life, donc assurance vie. Il y a vraiment des vrais projets d'assurance structurés. Donc vraiment de pouvoir voir ça un peu, du coup quand tu es auditeur, tu vois tout. Même si, après
après, même si j'étais stagiaire, bon, j'avais quand même accès parce que je devais travailler avec les équipes sur les outils. Donc finalement, je me rends compte que c'est quand même énorme d'un point de vue assurance qu'ils font. Ils ont des locaux incroyables. Je suis en mode, mais what? Genre, je ne pouvais vraiment pas m'imaginer qu'il y a tout ça qui est en train de se passer dans ce pays-là. Et en plus, ça, plutôt d'un point de vue professionnel, donc j'ai beaucoup appris parce que c'était mon vrai premier stage, on va dire. J'avais fait un stage à la Banque centrale en Guinée, mais c'était plutôt un stage d'observation. Donc là, c'est vraiment la première expérience professionnelle que j'ai où je suis responsabilisée. Voilà, je commence à prendre des petits shortcuts sur Excel. Voilà, c'est un peu ma première confrontation avec ça. Donc le stage se passe super bien et surtout, je tournais tout le temps. J'avais du télétravail aussi de temps en temps, donc c'était cool. Donc 4 mois, ça passe super vite. Après, je rentre à Paris. Mais du coup, entre-temps, j'ai quand même postulé au double diplôme parce que après ma 3A, j'étais censée aller en master. Donc c'est à ce moment-là aussi que tu postules pour le master que tu veux faire. Franchement, au début, j'ai quand même beaucoup réfléchi sur en fait, honnêtement, au début, j'ai même pas pensé à faire le double diplôme, honnêtement. Moi, j'étais en mode, bon, je vais peut-être faire finance et stratégie à Sciences Po, ça a l'air cool. Donc, d'un seul coup, je commence à regarder aussi de Sciences Po tout ce qu'ils proposent. Et je me dis, mais ça a l'air intéressant. Moi, j'aime bien cette idée de faire du privé et du public. En plus, HEC, bon, c'est cool. Ça peut être pas mal à rajouter sur des CV. Bon, je commence à me renseigner, je commence à me discuter avec des gens, pêle-mêle, des alumni qui étaient dans mon programme, qui ont fait le double diplôme. Mais par contre, j'étais quand même pas très contente parce que c'est 25 places par promotion. D'accord, ok. Côté Sciences Po et 25 places côté HEC. Donc en gros, sur je sais pas combien d'étudiants du collège universitaire de Sciences Po, t'as que 25 places côté Sciences Po. Parce que après, t'as 25 places côté HEC. Donc une promo de 50 personnes. Ok. Tu vois, donc c'était quand même, sachant que quasiment beaucoup de personnes quand même qui avaient de bonnes notes à Sciences Po voulaient ce double diplôme, t'as quand même beaucoup de candidatures, quoi. Je me dis, bon, qui ne tente rien. Donc je me dis, je tente ma chance, au pire ça passe pas. Sinon au pire, je dirais en finance stratégie, c'est quand même bien et tout. Donc je fais mon dossier de candidature, j'avais des essais à écrire, fallait mettre des notes, des recommandations. Je recherche des recommandations. Parce que c'est quand même, je pense que c'est hyper important, un dans le public, un dans le privé. Dans mon stage que j'ai fait à la Banque centrale, du coup, mon fameux prof d'audit encore. Ouais, je veux dire, ton prof, il t'a aidé aussi. C'est ça, il m'a vraiment aidé parce que donc lui, c'est vraiment une pointure qui est quand même assez reconnue. Donc vraiment, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Donc il m'écrit aussi une lettre de recommandation. Donc vraiment, le combo parfait public-privé, je me mets dans mon dossier. J'avais de plutôt bonnes notes. Mes essais, c'était pas mal. Donc je pense que tout ça, ça a aidé. Donc admissibilité. Après, oral. Donc, oral, ça c'est plutôt oral de personnalité. Tu poses des questions, pourquoi. Donc, je passe l'oral. Je découvre que je suis prise. Donc, j'étais trop contente. Donc, finalement, je pouvais finir mon stage en paix, toute tranquille, etc. Donc, à la suite de ça, je rentre donc, en France. Et donc, l'été passe. Et là, HEC. Première année HEC. En gros, le cursus, c'est une année HEC, césure, une année à Sciences Po. Donc là, je sais, ça se passe plutôt bien. En fait, c'était vraiment un environnement complètement différent de ce que j'ai à Sciences Po. Parce que HEC, bon, c'est une école de commerce. Déjà, en termes de profil, c'est moins diversifié dans une certaine mesure quand même qu'à Sciences Po. C'est un peu plus, voilà, c'est très parisien, élitiste, Ginette, tout ça, les classes préparatoires et tout, qui sont une secte et tout. Mais par contre, tu avais aussi beaucoup d'étudiants internationaux. Tu avais beaucoup d'Italiens, d'Allemands, Indiens. Donc, certes, à Sciences Po, tu les as aussi, mais tu découvres un peu les sharks des autres pays. Tu vois, alors que tu vois, à Sciences Po, c'est toujours dans la même vibe sciences sociales, alors que là, c'est vraiment les sharks des autres pays. Donc ça, c'était très intéressant. Et après, donc, je revois mes cours un peu de compta que j'avais fait à Nairobi, finance d'entreprise, finance de marché. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières, mais je finis ça. Et après, je commence directement un stage à la suite de mon année à HEC, à Bercy. Donc là, plutôt sur des problématiques publiques, du coup. Donc, innovation, j'étais à la direction générale des entreprises, dans la sous-direction de l'innovation. Donc, c'était cette sous-direction-là, d'ailleurs, c'est cette sous-direction-là qui pilote tout le plan France 2030. Donc, à l'époque, c'est 54 milliards. Et aussi toutes les politiques de recherche partenariale.
donc public-privé, voilà, en fait tous les écosystèmes d'innovation dans leur globalité. Donc ça c'était vraiment bien parce que j'ai vraiment pu avoir un spectre assez large de ce qui se fait en termes d'innovation, de comprendre parfois les retards aussi que la France et l'Europe ont en termes d'innovation par rapport aux US et même au UK en fait. Ouais. Et donc à la suite de ça, je fais un stage dans un fonds d'investissement Deep Tech, justement quand même très orienté innovation, qui est dans l'aérospace et le spatial, qui s'appelle Expansion. Donc c'est un fonds qui fait partie d'une maison plus globale qui s'appelle Audacia. Et ils sont vraiment, certes ils ont une activité PME classique de... Pardon, je vais la couper. Pardon. Certes ils ont une activité classique de PE, mais ils avaient aussi plein de fonds, notamment dans le quantique, ils en font dans les transitions pour la transition énergétique, là ils avaient aussi un fonds santé, donc notamment le fonds spatial. Donc super bien aussi, vraiment VC, deep tech, très technique, mais aussi ça m'a permis de comprendre qu'en plus du risque de marché qui est inhérent en fait à toute start-up, tu avais aussi pour ces start-up-là le risque technologique. Donc si ta technologie elle ne marche pas alors qu'on a investi des millions dans ta technologie, bah risque de marché, ta technologie ne marche pas. Donc je vais la vendre à personne. Donc à la suite de ça, je fais un dernier stage avant de reprendre les cours à Sciences Po chez Ocan, donc Ocan Partners, qui est un cabinet de conseil qui fait du M&A et de la strat, mais tourné vers l'Afrique, qui a été fondé par des anciens de McKinsey. Donc là, je passe 5 mois. Donc là, c'est vraiment des choses beaucoup plus terre à terre. On n'était pas dans les étoiles ou dans la propulsion chimique, voilà. Donc c'est vraiment très terre à terre, de l'agro-business, agro-industrie. Voilà. C'était à Paris aussi. C'était à Paris également. En vrai, tu as fait le tour de pas mal de choses. C'est ça, j'ai quand même fait pas mal de choses. Donc, Ocan, ils ont des bureaux aussi en Afrique. Non, ils n'ont pas de bureau justement, ils sont que à Paris. Ils sont que à Paris. Mais par contre, d'autres acteurs comme par exemple chez Enexus, c'est une boutique, je crois qu'ils ont des bureaux à Abidjan. Southbridge, je ne sais pas si c'est des... Je pense que Southbridge a des bureaux à Casa. Mais nous, Ocan, ils sont que à Paris. Donc très enrichissant, donc plutôt M&A, conseil en strat également, mais du coup un peu plus vers ce qui m'intéresse réellement, de savoir l'Afrique. Et donc là je suis de retour à Sciences Po depuis le mois de janvier, fin janvier. Là je suis plus dans des cours de finances publiques, politique économique, diplomatie du climat, des choses comme ça. Mais quand même plutôt tourné vers la France et l'Europe, quoi. C'est-à-dire les cases qu'on va prendre, c'est quand même... par exemple, politique budgétaire, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé en France récemment avec la crise politique. On a beaucoup parlé des questions des taux d'intérêt en ce moment, les finances publiques, on sait que ça va pas. Diplomatie du climat aussi, j'aime bien ce cours, c'est un cours un peu sur la COP, enfin sur comment en fait on négocie dans une COP, typiquement. Quels sont les enjeux entre par exemple, les pays du Sud global justement et les pays occidentaux, et même dans les pays du Sud global, là encore tu vois que les gens n'ont pas les mêmes intérêts du tout parce que y a des alliances, enfin c'est hyper intéressant comme cours. Donc voilà, je suis plutôt dans ces problématiques là aujourd'hui jusqu'en décembre où je vais quand même faire plutôt de l'affaire publique et après suspense pour la suite. Un peu long. Ça veut dire que tu... C'est pas encore. Ça veut dire que c'est pas encore en fait. Non, si tu te diriges plus vers du privé ou du public? Je pense que quand même, a priori, je vais quand même faire du privé dans un premier temps. En France, sachant que si je fais du public, j'aimerais quand même le faire plutôt en Afrique, si un jour je fais du public. En Guinée ou... Plutôt en Guinée, en Guinée. J'ai quand même une forte... J'aimerais bien, je pense, retourner à un moment donné. Donc, plutôt en Guinée quand même. Ok, petite question piège. Dis-moi tout. Est-ce qu'on verrait davantage sur la scène politique? Arrête, actuellement, c'est des militaires au pouvoir. Ils vont venir la chercher. Ils vont m'arrêter à l'aéroport à mettre ces couturiers de Conakry. Moi, peut-être pas forcément politique en mode parti politique ou quoi que ce soit, mais je me vois bien si à un moment donné l'opportunité se présente de travailler dans l'administration publique, dans le design des politiques publiques, élaboration, implémentation, évaluation d'un certain nombre de politiques publiques, notamment de secteur économique, parce que moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Peut-être à la primature aussi pour avoir une vision un peu plus transversale sur tout ce qui est en train de se faire. Donc peut-être dans un premier temps, a priori quand même, plus sur un aspect plus technique de la gestion de l'État, que sur des aspects politiques. Après, c'est pas forcément dans mes ambitions, mais qui sait? C'est le mec que j'attendais. Mais qui sait, c'est pas, je ne me ferme pas les portes, on sait pas de quoi demain fait, mais je pense que j'ai quand même
j'ai quand même une bonne marge de manœuvre, je pense, dans le privé quand même d'abord. J'ai bien envie de faire mes preuves à ce niveau-là. Je suis très intéressée aussi par l'entrepreneuriat, parce que je pense que ça peut être un levier très important de création de valeur, de création d'emplois et d'émancipation, hein, de toutes sortes, de trouver du sens aussi, quelque chose qui me plaît, et pas juste faire des choses parce qu'il faut le faire. Parce que moi, c'est une dimension très importante d'avoir une vie qui soit alignée sur mes valeurs, sur des choses qui me tiennent à cœur. Donc je sais que l'entrepreneuriat, ça peut m'intéresser. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, en vrai, pour les droits de la femme, qu'est-ce que tu peux véhiculer comme message et tout? Parce que nous enregistrons le 9 mars, c'est ça. Et donc, Je pense que même si y a eu des progrès quand même on va pas dire qu'on vient que rien ne s'est passé dans les 50 dernières années, disons, mais je pense qu'il y a encore un certain nombre de problématiques inhérentes, je pense, hein, aux droits des femmes qu'il faut encore vraiment regarder de près, notamment si je prends le cas de la Guinée. Notamment, en fait, je regarde les taux d'alphabétisation déjà qui sont très faibles dans le pays, et si je regarde à l'intérieur de ce taux-là, le taux d'alphabétisation des femmes, il est encore plus faible, parce qu'il y a des arbitrages qui sont faits. Oui, mais moi, j'ai envoyé mon garçon à l'école, parce que de toute façon, c'est lui qui va après me sortir de la misère. Ma fille, elle va se marier, elle va partir, donc elle aura sa propre vie à elle. Donc vraiment d'encourager cette alphabétisation-là, parce qu'on ne peut rien faire en réalité sans elle. De pouvoir donner en fait aux femmes les moyens de s'accomplir en tant qu'individu. Et pas forcément, tu vois, en tant que femme, mais juste de pouvoir être des individus, des citoyennes qui soient actives à la vie de la cité. Et je pense que ça passe aussi par des considérations aussi culturelles. Typiquement, en Guinée, on a un des taux les plus importants de mutilation génitale féminine. Donc ça, pour moi, ça envoie un mauvais... C'est-à-dire, dès le plus jeune âge, ça t'envoie un écho que ton propre corps, il appartient à tout le monde, sauf à toi. C'est-à-dire, ton corps est un bien public qu'il faut préserver parce que l'honneur, la pudeur de toute une famille repose sur toi, quoi, tout simplement. Et donc ça crée bien sûr de distanciation des jeunes filles dans une certaine mesure entre elles, leur propre corps et du coup leur rapport même à leur propre avenir. De se dire de toute façon je ne suis pas propriétaire de ma personne, je suis un bien sur lequel on met différentes choses à la guise de chacun. Donc ça, je pense que c'est vraiment un enjeu assez important. Et moi, peut-être un message un peu plus global, ça serait de dire juste aux filles et aux femmes, ne laissez personne d'autre que vous définir qui vous êtes ou qui vous avez envie de devenir. Ça, c'est un pouvoir qui vous revient à vous, de faire une introspection de vous-même, comprendre la société dans laquelle vous vivez. Parce que vous ne pouvez pas vous émanciper de quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas vous émanciper de quelque chose que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas vous émanciper même de vous-même, parce que les stéréotypes du patriarcat, par exemple, certes, il y a les hommes, mais les femmes aussi véhiculent ces stéréotypes-là. Donc, à ce moment, c'est-à-dire que c'est très important. C'est pour ça que je me dis que la base, c'est vraiment l'éducation. D'avoir cette humilité face à l'éducation, de se dire, ok, je ne sais pas, j'essaie de comprendre, je m'instruis, j'ai un esprit critique, un regard distancié par rapport à moi-même, par rapport à ma propre culture. Moi, j'aime bien citer Montaigne quand il dit, en fait, la culture, tu la bois avec ton lait de naissance. C'est-à-dire, elle fait, en fait, à l'impression, c'est le prisme par lequel tu vois le monde. Or, à partir du moment où tu comprends que c'est qu'un prisme et que donc tu peux avoir un autre prisme, ou même l'enlever complètement et voir le monde tel qu'il est, ça t'ouvre un champ des possibles et ça te permet de sortir, en tout cas mentalement, même si tu as écrit, tu peux quand même sortir mentalement des spectres, enfin des idées reçues et des idées préconçues pour pouvoir te construire toi-même et avoir cette confiance en toi-là que tu dois cultiver dès le plus jeune âge. Moi, j'essaie toujours d'être un peu un facteur d'empowerment pour les gens, de leur dire vraiment, genre, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Il faut juste que tu te donnes les moyens. Ça ne va pas tomber du ciel. Tu devras travailler peut-être extra hard par rapport à d'autres personnes, mais il faut que tu te mettes au travail. Il faut que tu comprennes qui tu es, que tu comprennes le monde dans lequel tu es, parce qu'après, si tu auras peut-être des enfants, c'est toi qui vas les éduquer. Et si on veut casser le cycle, il faut qu'il y ait des femmes qui soient justement éduquées, qui comprennent le monde pour pouvoir un peu casser toutes ces sortes de malédictions que les femmes ont, notamment dans les pays africains. Quand tu regardes quand même en contexte de guerre, en RDC quand même, les gens ils pensent à la première chose, c'est à violer les femmes.
dans des prisons ou ailleurs, c'est dire à quel point les femmes quand même revêtent cette nature assez symbolique. On a l'impression que quand on souille les femmes, on souille l'ensemble de la société. Il y a vraiment notamment au Congo, il y a vraiment plein de travaux notamment qui montrent ça, que les viols, c'est vraiment cette idée-là de dire on souille en fait le peuple ou le village en souillant les femmes. Je mets avec beaucoup de guillemets. Et donc, c'est très important de comprendre cette dynamique-là pour comprendre le monde et pouvoir s'exprimer là-dedans. Tu n'es pas obligé, par exemple, comme disait Youssoufa, tu n'es pas obligé d'être Michelle Obama, tu n'es pas Bétoune Baronne ou quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé de faire des choses extraordinaires. Juste de te construire dans le monde dans lequel tu peux être toi-même et être épanoui, tout simplement. Ok, très intéressant. Moi, j'ai plus rien à dire. Non, mais c'est vrai que c'est très, je dirais même inspirant et c'est bien pour notre communauté féminine qui nous écoute parce que, comme tu dis, c'est de l'empowerment, tu vois, donc de pouvoir s'identifier en tant que personne et puis savoir d'où est-ce qu'elles viennent, où est-ce qu'elles veulent aller et puis se construire un avenir qui leur correspond. Donc, et en ce mois des femmes qui leur est dédié, bon, le mois des droits des femmes, ouais. Qui leur est dédié sur notre podcast, on va inviter que les femmes. Effectivement, parce que nous, on pense à l'inclusion. Voilà, et on est d'accord avec les valeurs qu'elles défendent. Non, mais après, je pense que justement, c'est hyper important ce que vous faites parce que le combat ne sera pas gagné sans les hommes. Moi, je dis tout le temps, c'est-à-dire, les gens pensent que le féminisme, c'est les hommes contre les femmes. Non, personne ne va y arriver tout seul. C'est-à-dire, les hommes et les femmes partagent le monde. Il faut bien qu'on trouve un moyen de vivre ensemble. Donc, il faut que les hommes, justement, s'emparent de ces sujets-là parce que c'est pas pour être dévêté, mais ça ne va pas se faire sans eux, tout simplement. Donc, moi, c'est pour ça que j'essaie toujours de mettre plutôt les hommes, d'être un peu dans la pédagogie, d'essayer d'expliquer des choses, de leur faire comprendre que we're in this together. Genre, personne ne va y arriver sans l'autre. Et le patriarcat, et dans une certaine mesure, certaines injonctions du patriarcat sont au détriment aussi des hommes. Les hommes sont aussi victimes de ce système-là. Donc, il faut juste comprendre qu'il y a quelque chose à réformer ensemble. Et on sera d'autant plus gagnant, si on est même très intéressé, tu vois, ne serait-ce d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus intéressant quand même d'avoir une force de travail, par exemple, supplémentaire pour pouvoir occuper les postes, en fait. Parce qu'on a quand même cet enjeu-là aujourd'hui, les postes qui vont être créés, il faut bien que quelqu'un fasse le taf, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de personnes qualifiées pour pouvoir le faire. Donc, d'un point de vue purement économique, il faut que les femmes soient embarquées tous ensemble dans ce combat. Même le côté maison, famille, tout ça, il faut que les femmes aillent loin aussi. Toi, tu veux juste pas tout payer. C'est pas la j'ai pas compris que les femmes aillent où. Il faut que les femmes travaillent pour envoyer de l'argent pour. C'est ça. C'est important, le 50-50. Et d'ailleurs, je tiens à dire que les femmes ont toujours travaillé. C'est pas que les femmes ont toujours travaillé, certes. Souvent dans le cercle familial, mais je veux que c'est un travail qui est non reconnu, non rémunéré. Si les hommes, du coup, en l'occurrence dans la grande partie de l'histoire, peuvent aller travailler, créer de la richesse, créer de la valeur, c'est bien parce qu'il y a des gens à la maison pour s'occuper des autres tâches. S'ils devaient, en plus de ça, faire à manger, cuisiner, nettoyer, s'occuper des gosses, déjà c'est un temps réduit pour aller créer de la richesse PIB, tel qu'on l'entend, pour l'économie. Donc en fait, c'est quand même du temps, c'est quand même une richesse qui n'est certes pas comptabilisée, c'est un travail qui n'est pas comptabilisé, c'est un travail qui est là. Les femmes ont toujours travaillé. En Guinée, par exemple, certes, les femmes ne sont pas très alphabétisées, mais sinon sur les marchés, tu les vois, sur la... En fait, elles investissent quand même l'espace économique, mais encore une fois, c'est pas forcément le travail le plus valorisé, c'est un travail qui est invisible. Mais sans elles... on verrait quand même une grosse différence. D'ailleurs, même d'un point de vue historique, après on pourra en parler. Enfin, on aurait même participé aux luttes d'indépendance, même avant, et même encore aujourd'hui, etc. Tu vois. Donc, il y a quand même, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de visibilisation aussi de ce que font les femmes et de démystification d'un certain nombre de rôles, de genres, notamment. C'est très bien dit. Il y a rien à dire. Est-ce que tu as des questions pour nous ou
Ben, moi, j'aimerais bien savoir donc le cercle afro. J'ai regardé un peu ce que vous faites. Vous êtes autant sur les problématiques économiques, politiques, autant sur les problématiques culturelles, sur le dating. En général, j'ai vu ça. J'ai vu ça sur votre chaîne. Donc, vous, c'est quoi un peu votre direction artistique, direction, je sais pas, éditoriale, si je peux dire. Et où est-ce que justement, jusqu'où vous voulez aller est-ce que vous voyez quoi, c'est quoi votre stratégie de croissance, etc. Je te laisse répondre, Joseph. Tu commences et Ok. Bah, en fait, nous, on a décidé de toucher les jeunes. Peu importe le genre, peu importe le domaine d'activité et surtout les sujets qui les touchent. Donc, tu as forcément, quand tu es un jeune de 23, 25, 30, tu as la réussite qui t'intéresse. Donc, comment faire de l'argent, comment t'occuper de ta famille, construire une famille. Donc, c'est pour ça qu'on parle de dating. Politique, parce que bah, tu vis dans un milieu, dans une nation et on est tous en Europe pour le moment, mais on pense aussi à retourner en Afrique pour la plupart. Et donc, bah, on pense forcément à la politique, à l'entrepreneuriat, et voilà. Ensuite, pour la DA, non, c'est ça la DA. Sur le long terme, bah, on n'a pas encore défini clairement, mais il y a tout le temps des problématiques à aborder pour les jeunes, il y a tout le temps des sujets qui comptent pour eux. Et donc, on va les aborder jusqu'à ce qu'on ait plus... ou jusqu'à ce qu'on ait d'autres sujets d'autres choses à faire. Moi, je vais citer quelqu'un d'aussi bien connu que Soufa Buzz de Claire. C'est vers l'infini au-delà, tu vois. Ok. Et bah, en fait, tant qu'on aura de l'énergie, tant qu'il y aura des sujets, il y en aura. On va en parler, on va inviter des personnes tout aussi intéressantes que toi, on va venir discuter sur des épisodes. Et bah, voilà, c'est comme il a dit, c'est vraiment toucher les jeux. Et il y a plein d'épisodes encore qui viennent hyper intéressants sur ces prochaines semaines. Le mois de mars, comme il a dit, c'est totalement dédié aux femmes. Donc on aura plein d'invités de ce genre. Mois d'avril aussi, on va essayer de s'ouvrir et s'exporter un peu plus sur d'autres nationalités, donc d'autres géographies africaines. Donc vraiment, tous nos auditeurs, restez connectés. Voilà, likez, partagez. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la page de Génération Émergente. Et rejoignez-nous. Et effectivement. Et voilà, en fait, on est juste une bande de potes qui on discute sur des sujets. En fait, c'est des questions que nous nous sommes posées aussi à un moment donné de notre vie, genre est-ce que je dois me marier, est-ce que je dois sortir avec une fille, est-ce que je dois générer de l'argent, est-ce que je dois rentrer en Côte d'Ivoire, en Guinée, ou peu importe. Donc c'est pour ça que voilà, on réfléchit. Quelque chose à ajouter, Joanne? Non, on doit juste à prendre le contrôle. Le contrôle des médias. Carrément. Voilà, donc c'est vraiment ça la DA et l'objectif sur le long terme. C'est ça. Très bien. Bravo pour ce que vous faites. En tout cas, je vous encourage. J'espère que vous irez loin. Tout ça, avec des esprits aussi brillants, vous ne pouvez qu'aller loin. Et très bon courage. Peut-être qu'on aura l'occasion de collaborer sur d'autres thématiques encore. Ou bien on va venir participer, peut-être un plan de carrière. Exact. On cherche une carrière aussi. Clairement. Merci de m'avoir accueilli. Franchement, je me sens vraiment honorée que vous ayez pensé à moi pour pouvoir faire cet épisode-là. Donc, c'était avec un grand plaisir et au plaisir de pouvoir collaborer à nouveau. C'est ça, le plaisir n'est pas partagé. Donc voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la page de Génération Émergente. On va mettre les liens. On va mettre les liens effectivement, à suivre ce qu'ils font, à vous impliquer aussi. Et si vous avez des questions pour nous ou pour Daranda, n'hésitez pas. Donc voilà. Merci, bon, je ne sais pas si on a d'autres infos à ajouter. Je pense qu'on n'a pas d'autres infos, peut-être un dernier mot de Joanne. Ouais, pour conclure. Il était assez calme sur cet épisode. Non, moi j'écoutais beaucoup, il y avait beaucoup de choses à ça. Je pense que c'est Daranda qui m'intimide. Ouais, non, mais en vrai, il y avait beaucoup de choses intéressantes sur lesquelles je réfléchissais, mais après, je ne vais pas revenir dessus parce que ce n'est pas forcément le sujet, on n'aura pas forcément le temps de déblatérer dessus, alors que c'est des trucs, faut quand même parler un peu beaucoup pour que tout ça. Donc, je gardais un peu en tête et au fur et à mesure, peut-être on le voyait à ma tête, je réfléchissais en mode, ça, est-ce que genre, essayer de retourner le truc, c'est pour ça que j'étais pas trop dans le truc.
Après aussi, sur ces sujets-là, politique et économie, c'est pas mes sujets de prédilection forcément. Du coup, je vais pas venir, genre, je peux que poser des questions, je vais pas venir donner des détails sur des trucs que je connais pas. Mais franchement, pour moi, personnellement, c'était très intéressant. Peut-être que ça s'est pas senti, mais j'ai beaucoup appris. Je vais faire deux, trois petites recherches aussi. Ça, Voilà. c'est Donc, utile, mais voilà. On espère que c'était très édifiant pour vous ici qui nous écoutez. Voilà, donc c'est la fin de notre épisode. Merci de rester fidèle au secteur afro et à la prochaine. Bisous. Bye. On va pas le faire. Allez, moi je vais te laisser. Non, fais pas.